Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Vous savez, on a souvent tendance à penser que les grands mythes bibliques ne sont que de vieilles histoires qui racontent la création du monde. Mais et si en fait ils racontaient votre histoire ? Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une grille de lecture absolument fascinante. On ne va pas parler de ces récits antiques comme de simples reliques du passé, non. On va s'en servir comme d'une véritable carte, un guide de survie psychologique pour notre monde ultramoderne. Bref, c'est un voyage intérieur assez incroyable qu'on vous propose, un passage de l'inconscience totale vers la pleine conscience. Alors posez-vous la question 2 secondes. Pourquoi est-ce que, malgré un confort matériel et des avancées technologiques qu'on n'aurait jamais pu imaginer, on a toujours cette espèce de sensation persistante d'oppression ? Nos angoisses quotidiennes, notre addiction incontrôlable aux écrans, les crises écologiques et sociales qui s'enchaînent, eh bien tout ça forme ce qu'on pourrait appeler notre Égypte intérieure collective. C'est littéralement un état de servitude psychologique dans lequel on est complètement piégé. Au programme de notre décryptage aujourd'hui, on va d'abord explorer cette fameuse Égypte intérieure, ensuite on verra ce qu'est l'état inaccompli, puis le choc des fléaux, le mariage de l'ombre et de la lumière, les étapes vers l'accomplissement, et enfin ce que ça signifie vraiment de vivre l'état accompli. On commence donc avec notre première partie, notre Égypte intérieure et comment reconnaître nos chaînes modernes. Parce que oui, le récit de l'esclavage en Égypte, ce n'est pas qu'une anecdote historique dans un vieux livre. C'est le miroir exact de ce qu'on vit psychologiquement aujourd'hui. L'Égypte, ça représente ce conditionnement où l'humain est bloqué à l'horizontale, totalement déconnecté de sa dimension spirituelle. Concrètement, cet esclavage, on le vit tous les jours. On est asservi par des indicateurs de performance, des likes, des algorithmes. En fait, on est devenus les pharaons tyranniques de nos propres besoins profonds. On répare les corps, on invente des machines ultra intelligentes, on check nos notifications toutes les 3 minutes, mais au fond, on perd le contact avec l'humain. C'est paradoxal, non ? L'homme devient l'esclave de sa propre technique, tout simplement parce qu'il a complètement oublié de cultiver sa propre sagesse. Ce qui nous amène directement à notre deuxième section, l'état inaccompli. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est le cœur du problème. Les sources qu'on a analysées appellent ça l'inaccompli, ou parfois les eaux d'en bas. Et c'est super important de bien saisir ça. Nos crises modernes et nos angoisses ne sont pas des punitions tombées du ciel ou un mal absolu. C'est juste du potentiel brut. C'est une énergie inconsciente qui bouillonne et qui demande à émerger. C'est littéralement de la matière qui n'est pas encore accomplie et qui se heurte de plein fouet à notre réalité tout simplement parce qu'on refuse de la regarder en face. Et ça illustre brillamment la dualité qui existe en chacun de nous. D'un côté, on a l'Égyptien intérieur. C'est cette part de nous qui résiste, le fameux ego qui veut tout contrôler, tout figer, et qui trouve que notre servitude moderne est finalement tout à fait normale. De l'autre côté, on a l'Hébreu intérieur. Ça, c'est cette petite étincelle de conscience pleine d'énergie qui commence à se réveiller et qui réclame sa libération. C'est la part de nous qui veut vraiment amorcer cette mutation spirituelle pour enfin sortir de l'esclavage psychologique. Écoutez bien cette phrase issue des textes, elle est d'une puissance inouïe. Nous avons construit l'arbre de la connaissance par la voie extérieure. Le fruit, c'est la bombe atomique. Ça résume tout, n'est-ce pas ? Ça pointe du doigt le danger extrême de notre trajectoire actuelle. On accumule des connaissances extérieures massives, pensez à l'intelligence artificielle, la physique quantique, la génétique, mais sans avoir développé à l'intérieur la conscience et la sagesse nécessaires pour gérer tout ça. Le déséquilibre est total. Et les conséquences, elles sont réelles et effrayantes. Troisième section, le choc des fléaux. Les fameux catalyseurs de l'éveil. Face à ce déséquilibre dont on vient de parler, des crises éclatent inévitablement. C'est ce que les textes anciens appellent les plaies ou les fléaux. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, il faut les lire avec une approche psychologique. Ces fléaux sont en fait des chocs séquentiels, des électrochocs nécessaires pour nous réveiller. L'eau qui se change en sang, c'est notre inconscient pollué qui éclate au grand jour. Les grenouilles, c'est l'éruption soudaine de forces cachées qu'on refuse de voir et qui finissent par nous envahir. En fait, chaque crise, chaque fléau nous force à descendre d'un cran supplémentaire à l'intérieur de nous-mêmes pour y prêter attention. Prenez l'exemple de la vermine. Ça paraît étrange dit comme ça, mais symboliquement ça représente toutes nos certitudes absolues. Que ce soit nos dogmes politiques ultra polarisés, à gauche comme à droite, ou même nos théories scientifiques érigées en religions intouchables. Si ces certitudes sont déconnectées d'une vraie sagesse intérieure, que se passe-t-il ? Elles se transforment en poussière, elles s'effritent. Elles ne créent que de la division et finissent inévitablement par s'effondrer quand elles se heurtent à la complexité de la réalité. Allez, on passe à la section 4, le mariage de l'ombre et de la lumière. L'union mystique, tout un programme. On arrive vraiment au point culminant de notre exploration. Comment est-ce qu'on sort de ce cycle infernal de crise ? Eh bien, la réponse se trouve dans une dimension mystique super intéressante, l'union de nos contradictions. Il y a ce vieux conte initiatique souvent cité dans les sources, celui du prince et de la grenouille. Pour sauver son royaume, le jeune prince ne doit pas s'armer et combattre.
Au contraire, il doit descendre dans une grotte totalement obscure pour y épouser une grenouille. C'est une métaphore alchimique, brillante. Embrasser sa propre ombre, accepter d'aller regarder ses propres ténèbres en face, c'est ça qui libère une force d'amour et de sagesse incalculable. Et concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Ça veut dire faire face à ses propres démons tous les jours. Au lieu de fuir nos peurs refoulées, d'ignorer nos petites angoisses en scrollant sur notre téléphone ou de laisser notre besoin d'avoir toujours raison nous dominer, on doit les regarder avec une présence pleinement consciente. Accueillir sa part d'ombre sans la juger, mais en l'illuminant, c'est le secret pour se forger une véritable résilience intérieure. Et le but de tout ça, c'est ce chiffre, le 1, l'unification totale. L'idée, c'est de réussir à rassembler les deux moitiés de nous-mêmes, le conscient et l'inconscient, la lumière et l'ombre. C'est devenir un être complètement entier, comme un arbre qui se dresse bien droit, parfaitement uni de ses racines les plus enfouies jusqu'à ses plus hautes branches. Section 5. Les étapes vers l'accomplissement. Un petit guide pratique pour l'éveil intérieur. Alors, je sais, tout ça peut paraître un peu théorique. Mais comment on opère cette mutation dans notre quotidien? Voyons comment ça s'emboîte. Étape par étape. Tout commence par la lucidité. Il faut d'abord admettre qu'on est souvent les esclaves de nos propres réactions automatiques. Ensuite, étape 2, au lieu de maudire la crise ou le problème qui nous tombe dessus, on l'accepte comme un signal d'alarme. Puis, étape 3, vient le courage de descendre en soi, de nommer ses peurs. Étape 4, on marie cette obscurité avec notre conscience éclairée, pour enfin, étape 5, émerger complètement transformé. Vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé? C'est une autre métaphore parfaite de ce processus. Noé envoie d'abord le corbeau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre noire en alchimie. Il faut descendre courageusement dans ses propres profondeurs, affronter son ego, explorer la boue. Ce n'est qu'après ça que la colombe peut s'envoler, ramener la branche d'olivier et nous guider vers la lumière. En clair, il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas atteindre la lumière sans avoir d'abord eu le cran de naviguer dans sa propre obscurité. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la section 6, vivre l'état accompli. Nous voici arrivés à la destination finale de notre voyage, le passage à l'état accompli. Et attention, ce n'est pas une sorte de perfection figée où on flotterait sur un nuage, non, c'est un état de conscience réalisé. C'est une posture intérieure où, même si c'est le chaos absolu dans le monde extérieur, ça ne provoque plus de panique en nous. Pourquoi? Parce qu'on aborde les choses depuis un centre de gravité intérieur inébranlable et une intelligence super intuitive. En pratique, c'est un véritable changement de paradigme. Face aux drames ou aux effondrements globaux, au lieu de paniquer avec tout le monde, on cultive une confiance sereine. On ne voit plus l'autre comme un ennemi politique ou un problème à résoudre, mais littéralement comme un reflet de nous-mêmes, une étincelle divine. Surtout, on n'est plus l'esclave des opinions des autres, des idéologies toutes faites ou de cette quête épuisante de validation sur les réseaux. On devient enfin le maître, paisible et souverain, de son propre paysage intérieur. Alors, le point crucial avec lequel je veux vous laisser aujourd'hui, c'est ça. Au milieu du bruit incessant de notre époque, est-ce qu'on va continuer à chercher désespérément toutes nos réponses à l'extérieur, dans la technologie et les données froides, ou est-ce qu'on va enfin oser entamer ce voyage intérieur, courageux, pour transformer nos angoisses brutes en véritable sagesse? Parce qu'au bout du compte, la sortie de notre Égypte intérieure ne dépend que de ce choix-là. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles explorations.